J'ai découvert le hip-hop un jour, dans le début des années 80. En regardant la télé, je suis tombé sur un reportage sur des mecs qui dansaient dans la rue à New York. Et c'était une vraie baffe, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était un truc incroyable pour moi. Et puis après, il a commencé à se passer des petits trucs, des salles où il y avait des jeunes qui dansaient, et donc j'ai commencé à aller voir. Bon, moi j'ai toujours été un mauvais danseur, hein, donc, mais peu importe, j'allais voir parce que ça faisait partie du truc et que ça m'intéressait vraiment. Et puis après voilà, après j'ai commencé à rencontrer des gens, et puis comme j'ai grandi, je suis né à Aubervilliers, je connaissais déjà des gens avant qui étaient là-dedans, donc voilà, après petit à petit Chino, parce qu'il nous fallait des tags, bien évidemment, et je me suis pas creusé la tête, j'ai été voir en regardant Beat Street, il y avait une scène, je me souviens plus si c'est au Roxy ou pas, où il y a un New York Style Breaker qui s'appelle comme ça dans le film. Bronx Rockers, Chino, Hex, come on. Yo, this Beat Street, let's serve. Well, the Bronx Rockers are here, man. Et donc voilà, j'ai dit ok, ça sonne bien, ça sera Chino. Il s'est resté pendant plus de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup j'ai tatoué Chino, je me suis dit peut-être on peut le foutre sur ma carte d'identité, mais ça a été une démarche, c'était une démarche trop compliquée, on a oublié. Donc voilà, c'est resté, jamais changé. La première fois que j'ai vu un mec peindre, c'était Bando. C'était sur des palissades à Beaubourg, en 82 ou 83 peut-être. Et j'ai été impressionné déjà en 83 par ce qu'il faisait. Il était déjà très fort, hein. Il avait une avance incroyable. Hein. Donc du coup, on a décidé de faire un groupe avec Willy des Paris Style Breaker, Solo, tout ça. On a créé un groupe qui s'appelait les Zulu Five, et avec Jaïd aussi. Et on a commencé à peindre, enfin à essayer de peindre. Ça n'a jamais été très bon en fait. Mais c'est pas grave, c'était mauvais, mais c'est pas grave, c'était bien quoi. Donc voilà, on a commencé à peindre. On a très vite compris que les bons, on n'avait pas les moyens de les acheter parce qu'elles coûtaient beaucoup plus cher à l'époque qu'aujourd'hui. Et qu'il fallait les voler quoi. Donc on a fait ce que tous les mecs ont fait pendant ces années-là. On allait dans les castos, les bricots, et on volait des bombes quoi. Et on en volait beaucoup. Quand je réalise aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'aujourd'hui ce serait quelque chose d'impossible à faire, vu les quantités. Mais à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de graffiti encore en France, ils n'étaient pas aussi vigilants que maintenant. Donc on arrivait à sortir des 60-70 bombes. C'était vraiment impressionnant quand même, les quantités qu'on arrivait à sortir. Et tout bêtement, dans des sacs à dos, on achetait des piles, on passait à la caisse pour acheter quelque chose, et on sortait, on nous ouvrait même pas les sacs. C'était assez drôle d'ailleurs. Mais les quantités, quand j'y repense, c'était hyper impressionnant en fait. Puis après, on a commencé à peindre, on s'est fait... Le premier graffiti qu'on a fait, c'était à Cachan, je sais pas où c'était, sur le RER. Bref, la première fois qu'on est sorti, c'était en 83 peut-être. On a peint dans la station. C'était tellement moche, je dois avoir une photo de ça d'ailleurs. Et moi, ce jour-là, je me rappelle, Solo ils étaient en train de peindre sur le mur sur le quai, tu vois. Et moi, j'ai peint sur le sol du quai un Zulu Five jaune. Et même là, tellement j'étais mauvais, je trouvais le moyen de faire des coulures, même alors que le truc il était à plat. Ouais. Donc mais c'est pas grave, ça fait partie. J'en garde de bons souvenirs. Didier, je l'ai rencontré parce qu'il. Comment j'ai rencontré ? C'est à force de se voir en fait. C'est à force de se rencontrer un peu partout, dans les endroits où ça dansait, au Bataclan, tout ça. Et c'était un excellent danseur. Puis je connaissais Maurice aussi, donc lui il marchait beaucoup avec Maurice à l'époque, comme ils dansaient ensemble. Et j'ai connu aussi Maurice sur des événements, à force de se croiser dans les soirées, tout ça. Et puis après Didier et moi, on a accroché, à force de se voir, on a accroché tout de suite et on a marché ensemble très tôt et très longtemps. Enfin ouais, pas mal de temps. Mais donc à l'époque lui il taguait quoi il taguait Bass, Cool Ski, King Ski, il a trouvé plein de tags différents en fait. Ouais, on a été super proches pendant de nombreuses années. Et puis on peignait ensemble, on allait voler nos bombes ensemble. Et il était pas mauvais lui d'ailleurs, c'était un bon danseur au début. Bon. Puis il taguait beaucoup lui, hein. Des fois il sortait tout seul la nuit, il faisait son quartier tout seul. Non, on faisait pas du graffiti pour revendiquer quoi que ce soit, du graffiti parce qu'on aimait ça. Et
Et puis plus on peignait, plus on se faisait connaître aussi, tu vois, c'était dans ce milieu-là, hein. C'était pas chronique du grand public, on n'en avait rien à foutre. C'était, voilà quoi, c'était, quand tu poses ton tag partout, c'est pour avoir la reconnaissance, pas la reconnaissance, mais je m'entends quand tu dis ça, mais c'est aussi pas pour que les gens dans le milieu dans lequel t'évolues sachent aussi qui t'es et que voilà, tu te fais connaître quoi, tu vois. Donc plus on peignait et plus on savait qui on était. Mais en même temps à cette époque-là c'était plus simple parce qu'on n'était pas beaucoup. Donc c'était facile de se faire un nom au sein de ce milieu-là, tu vois. Donc ouais, voilà quoi. J'ai pas eu besoin de peindre beaucoup pour que les gens sachent qui je suis, quoi, tu vois. J'ai pas été un très gros tagueur, hein, contrairement à des Chic ou à des Joey ou à Bruno même. Bruno c'était un gros tagueur hein, quand même, hein, à tous ces mecs là. Et puis aussi parce que après je sais pas, je devais pas être très très bon déjà. C'est pas je devais pas, c'est j'étais pas très très bon. Mais j'aimais bien ça en même temps. Le truc de déjà de sortir la nuit, de prendre tous ces risques, c'était surtout ça que j'aimais aussi. D'aller. Après on avait les mêmes combines que vous avez eu, hein, c'est-à-dire les clés, on les a tous eu ces clés-là. Mais au départ Didier et moi, tout comme Bruno, on n'avait pas de clés, donc on passait par les trappes sur les trottoirs. Donc on ouvrait ces trucs-là, on les forçait et on descendait les échelles dans les fosses là, tu vois, où il y a les bouches d'aération là. Et on passait, on traversait les stations, on arrivait dans les tunnels. Bon, c'est des trucs que tu dois connaître, tu vois, on arrive dans les tunnels. Mais nous, un jour, on s'est retrouvé avec un drôle de truc, c'était assez drôle, c'est qu'il y avait des mecs de la Comatec sur le côté, et on marchait en dessous, enfin, on s'écrasait sur les rails, pour pas qu'ils nous voient, ils étaient en train de nettoyer le quai, et on traversait la station comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'aimais ça, c'est parce qu'une fois qu'on avait fait tout ça et qu'on avait peint et qu'on rentrait chez nous, tout le truc, du début jusqu'à la fin du graffiti, même si le graffiti il était comme ça et que c'était pourri, tu rentrais chez toi, tu te couchais, l'adrénaline que ça t'avait apporté, c'était un truc incroyable. Donc c'était aussi pour tous ces moments-là que c'était bien. Donc, mais même tous ces trucs, hein, nous on s'accrochait, Didier et moi on s'accrochait comme, il n'y a pas que nous qui l'avons fait. On attendait avec les RER, ils rentrent en station, dès qu'ils partaient on s'accrochait derrière. Donc on traversait toutes les stations en plein air, tu vois, on s'accrochait à la queue des wagons, et on taguait les... Tu vois, c'était des super moments, hein, et c'était ultra dangereux, parce que si on tombait, on mourait, hein, tu vois. Donc tout ça, ça fait partie d'un truc, et c'est aussi pour ça que j'aimais ça, pour tous ces risques qu'on prenait. Ouais, c'est pour l'amour, c'est pas aussi pour la qualité du travail, je te dis franchement. Et c'était pas uniquement pour l'amour du graffiti, parce que moi j'ai jamais été tu vois, j'ai pas dessiné matin, midi et soir. Puis aussi après, bon, on a commencé à faire des vestes, tout ça, c'est tout un truc qui fait que... Ouais, c'était quand même assez passionnant, mais pour moi, en tous les cas, les ambiances du Tromé, c'est les meilleures ambiances, hein, les meilleures. Parce que tout ce truc, tout ce qui va avec la peur, c'est quelque chose de mortel. Les odeurs, l'humidité et tout, le descendre là-dedans, c'était surmortel. Quand on rentrait chez nous, on n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner, quoi. À aucun moment dans ma vie, je me serais imaginé un jour, avant que ça arrive, descendre par là et d'atterrir dans un tunnel de RER ou de métro, quoi. Jamais... Avant que ça arrive en France, je me serais jamais vu descendre dans un truc pareil. C'était complètement magique. Ah ouais, franchement. Et ça, on l'a perdu, ça. C'est fini, je crois. Je crois que même les graffiti artistes aujourd'hui, ils vivent plus les mêmes choses. Je pense, hein. Peut-être aussi parce que c'était le début. Peut-être parce que ça n'avait jamais été fait. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais nous, même si on n'en a pas fait beaucoup, on a été les premiers mecs à faire des trains en France. Vraiment. C'est-à-dire que même si ça n'a pas été... Didier et moi, on a fait des wagons entiers à Porte de la Villette, Chino et Joey, vraiment, mais vraiment couverts. Hein. Mais il n'y avait pas d'appareil numérique, donc on prenait pas de photos, on n'avait pas de caméscope, c'est un drame. Et en fait, il y avait tellement de wagons, c'est qu'ils avaient la possibilité de rentrer ces wagons-là et d'en sortir d'autres et de les nettoyer dans la journée. Ce qui fait qu'alors après, on pouvait attendre qu'ils sortent au moins une fois, mais on n'en a pas fait énormément, mais on peut dire qu'on en a fait, et ça, personne ne pourra contredire, parce que voilà, et on a fait partie des premiers mecs, pas lui et moi, hein, mais tous les gens de cette époque-là qui peignaient à avoir peint des trains. On est les premiers mecs à avoir fait ça en France. Hein. Les taggers que je retiens de ces années-là, Boxer. Boxer, c'est mon ami. Hein. Tu vois, ça me donne la chair de poule, c'est mon ami, Boxer, vraiment. J'ai toujours associé Comer à Boxer. Parce que, en fait, on avait plein de tags Comer partout dans Paris, à des endroits, pas forcément dans Paris, à des endroits divers où les Boxers c'était pareil. Boxer, tu pouvais te retrouver à super loin, au fin fond d'une banlieue, et tomber sur un tag Boxer. Et Boxer, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, alors après il y aura plein de gens qui vont dire non, c'est pas vrai.
Bon, Chic, bien évidemment, qui a cartonné, hein, je conteste pas. Mais pour moi, Boxer, c'est sûrement le mec qui a sûrement tagué le plus en France. Enfin, il fait partie des mecs qui ont tagué le plus en France. Il était partout, l'enfoiré. Franchement. Ouais, et quand tu l'avais pas vu, tu t'attendais pas à voir ce mec-là. Avant de le rencontrer, tu te dis pas, quand tu te poses des questions sur la tête du mec, quand tu le vois partout, parce qu'il faut savoir que Boxer, même les gens qui avaient rien à voir avec ce milieu, avaient vu un tag Boxer une fois dans leur vie. C'est-à-dire que, ah ouais, Boxer, et pourtant les gens qui avaient rien à voir avec le hip-hop. Hein. Tout le monde savait qui il était sans l'avoir jamais rencontré, tu vois. Donc pour moi, ouais, lui, il fait partie des gens qui m'ont peut-être marqué le plus en matière de Guetta. Même Colt, hein, il était bon, vous voyez, ça va, c'était un mec qui taguait beaucoup aussi, tu vois. Et puis Colt, il était bon, putain, enfoiré. Ah, il avait un style de ouf. Non, il était, tu vois, donc après, ouais, non, Colt, Boxer, il était bon, hein. C'était peut-être simple, mais c'était propre et efficace. En tout cas, eux, ils ont marqué l'époque. Hein. Franchement, tout le monde savait qui ils étaient. Hein. Mais au départ, Didier et moi, quand on a créé les Zulu 5, enfin pas nous, enfin quand on a tous fait les Zulu 5, après bon, ça, comme la plupart des groupes, ça c'est un peu, enfin on s'est dispersé. Didier et moi on est restés ensemble, on a créé d'autres groupes. On a fait Criminal Artist, on a fait des trucs Bombers Daylight, des trucs tours. C'est marrant d'en parler aujourd'hui. Mais bon, on a essayé de trouver des noms marrants, quoi, tu vois. Bon. Donc, enfin marrant non, pas marrant, mais des noms qui correspondent à ce qu'on fait, quoi. Et après, on a fait un groupe, juste, on était que deux, qui s'appelait les DRC, Dirty Chiffon. Pourquoi ? Parce qu'on était tous très souvent en rouge pour aller peindre. Et qu'en plus, on n'était pas très bons. Donc on avait au moins ce recul, tu vois, de dire qu'on n'était pas, on n'était pas des modes, quoi, tu vois. On n'a jamais été des modes d'ailleurs. Des modes tours, je sais pas si. Donc voilà, au moins, bon, on savait qu'on n'était pas excellent, donc on s'est dit on va s'appeler les Chiffons Rouges, tu vois. Et après, Bruno, il a fait partie de ce groupe. Et puis bon, après, ça a suivi. Tous les autres ont suivi. Après, avec les 93 MC, on a associé TCG et DRC, et on a créé 93 NTM. Et donc voilà, on a associé les deux groupes, tous ces groupes-là, et on a créé le 93 Nique ta mère. Mais au départ, dans les DRC, on n'est que deux, hein, que Didier et moi. Et il faut savoir que le Suprême, c'est un groupuscule du 93 NTM. Dire bon, voilà quoi, c'est. Est-ce qu'ils seraient devenus ce qu'ils étaient si on n'avait pas été là au départ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils seraient mis à rapper? Je sais pas. Mais voilà quoi, c'est vraiment un groupuscule du 93 NTM. Et moi, comme j'étais très proche de Didier, je suis resté toujours proche du Suprême en fait. Enfin, toujours proche de Didier en tous les cas. Donc moi, j'ai continué à évoluer avec eux, ok. Et après, il y a eu des différends entre les 93 MC, tout ça. Des petits désaccords, tu vois. Et Didier et Bruno, bon, ils avaient plus le temps de faire ça. Maintenant, ils se consacraient à la musique et ils ont bien fait d'ailleurs. Donc voilà quoi. Donc après, par rapport à tout ça, ouais, ça un peu. Enfin, les gens, on s'est un peu tous séparés, quoi. Enfin, pas moi du cadre du Suprême NTM, mais les autres, ouais. Parce que nous, à l'époque, on voulait, comme ça faisait partie, c'était l'ensemble du mouvement. On avait envie de danser, taguer, d'être DJ, on avait envie de tout faire, de toucher à tout, même si on n'était pas forcément bon dans tout. Ça fait partie du mouvement, de tout ce mouvement. Moi, j'ai dansé mal, mais j'ai dansé, tu vois. J'ai peint mal, mais je me suis mis à peindre, tu vois. J'ai pas été DJ, mais chez moi, je faisais le DJ. Ça fait partie de tout ce mouvement. Et au jour d'aujourd'hui, les mecs qui rappent, il faut que rapper. Les mecs qui dansent ne font que danser. Enfin, très souvent, quoi. Tu verras jamais, enfin pas jamais, mais tu verras très peu de danseurs qui rappent, qui sont DJ, alors que nous, on faisait tout. Enfin, on essayait de faire tout, en tous les cas. Ce truc-là, le hip-hop, ça a complètement modifié, ça a bouleversé ma vie, quoi. Comme la plupart, enfin les gens qui le vivent vraiment, comme la plupart d'entre nous. Je pense qu'il y a des gens qui sont hip-hop, mais je sais pas s'il y a un mouvement hip-hop. Comme il y a 20 ans. Avant, il y a 20 ans, c'était un vrai mouvement hip-hop, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui vivent le truc, mais est-ce qu'il y a un mouvement autour de ça? En France, je crois pas. Nous, on a eu vraiment un mouvement hip-hop.